Bonsoir à tous. Il y a quelque temps de cela, apparaissait sur la chaîne une vidéo « Exploration particulière » avec la propriétaire. Nous étions donc dans un château et nous vous racontions l'histoire d'Émilie, ancienne propriétaire de ce château. Aujourd'hui, nous allons un peu plus développer son histoire et surtout, ses malheurs. Restez avec nous, c'est un nouvel épisode, c'est un nouveau JTR. Nous allons commencer par le château. Il s'agit d'un château du 19e siècle dont certaines tours proviennent même avant, du 12e, sur 44 hectares dont 33 plantés de vignes, aujourd'hui vendus indépendamment de cette propriété. Remontons dans le temps. Émilie et son mari travaillent dans l'agriculture et dans le vin. Ils sont tout le temps par monts et par vents et se voient très peu. Pour pouvoir pallier à des problèmes de distance par rapport au travail, ils décident d'acheter un domaine, le château que vous avez vu. Le château Cactus. Ils le rachètent à une marquise qui désirait partir. Ils vivent pendant quelque temps en communauté, puis, après avoir effectué quelques travaux, décident de lancer une production de vignes, d'abord en coopérative, et un hôtel au sein même de ce magnifique château. Des chambres seront donc érigées au gré de l'imagination d'Émilie et de son mari pour que les gens puissent se sentir de mieux en mieux dans cet établissement. Ainsi, des chambres telles que la romantique, l'archevêque, l'espagnol verront le jour au fur et à mesure que le temps passe. Quelque temps plus tard, les choses commencent à se gâter. Émilie et son mari voient que leur vin, malgré un raisin de très bonne qualité, n'arrive pas à se subjuguer, n'arrive pas à évoluer, de faute de certains autres collaborateurs des coopératives qui font moins attention à leurs vignes et du coup donnent un produit moins bon. Ceux-ci, après s'être consultés, décident alors qu'il serait peut-être mieux pour eux de quitter la coopérative et de créer leur propre vin, propre au domaine. La nouvelle fut bien évidemment très peu appréciée de la part du maire de la ville et de la coopérative car le vin qu'apportaient Émilie et son mari ne faisait qu'enrichir leur coopérative et rapporter extrêmement d'argent. Les problèmes commencèrent à partir de ce moment-là. Certaines personnes arrêtèrent de leur parler. D'autres, qui jusqu'à présent leur donnaient des conseils et les aider, décidèrent tout simplement qu'aujourd'hui il fallait payer pour pouvoir avoir telle ou telle chose. On en était donc au moment où vous avez eu votre contrôle fiscal. J'ai eu un contrôle fiscal. L'inspecteur était assez dur, assez sévère, assez sec. Et puis il me demandait ceci, cela. Alors il y a une petite salle de conférence, il y a la grande salle à manger, puis à côté une autre pièce qui sert de salle à manger, de petite salle de conférence, parce que la grande salle de conférence est ici, là. D'accord. Et aussi, il y a une dégustation au château, enfin, vous voyez, elle est polyvalente cette salle. Et j'avais mis là des dossiers en pensant qu'il regarderait. Et puis il m'a demandé quelque chose, je lui ai dit, écoutez, le plus simple, vous me suivez au bureau. Alors il est venu avec moi au bureau, j'ai ouvert toutes les portes des armoires, je lui ai dit, il y a tout là, regardez ce que vous voulez. Et quand il a vu que j'étais de bonne foi, que je ne cherchais rien à cacher, et il s'est assoupli. Et alors il m'a avoué que c'était sur dénonce. Émilie et son mari comprirent bien sûr que c'était dû à leur refus de rester dans la coopérative, mais ils décidèrent de ne pas s'attarder là-dessus et de continuer leur entreprise. Quelque temps plus tard, le mari d'Émilie devint malade, il fut opéré d'une valve à cœur ouvert et il était de plus en plus mal en point. Émilie décida alors d'aménager une annexe où elle pouvait tout aussi bien travailler au niveau de l'hôtel-restaurant que pouvoir profiter de son mari et l'aider
dans sa rémission, l'aider dans sa guérison. Émilie se lança donc du coup dans l'hôtel, mais aussi dans le vin. Et avec sa chef productrice au niveau du vin, décida même de créer une nouvelle gamme de vin, le vin des dames, comme elle l'appelle. Une réussite. Bien évidemment, non loin de là, les gens commençaient à jaser et une femme dans le vin n'aura jamais été extrêmement appréciée. Nous avançons dans le temps, des années fin 70 jusqu'à 90, l'hôtel et même les vignes prennent un essor parfait. Des gens de prestige viennent séjourner dans l'hôtel, des ministres d'affaires, des ambassadeurs chinois, des spécialistes en œnologie et même, pour la petite anecdote, des hélicos et autres fantasques viennent même jusqu'à atterrir dans son domaine pour pouvoir passer du bon temps avec eux. Cela était sans compter sans une sombre affaire qui allait se déclarer. Un peu avant le passage de l'euro, Émilie, souhaitant recevoir une étoile de plus à son hôtel, décida qu'il était temps de faire passer son établissement au chauffage central. Celle-ci fut donc appel à une entreprise conseillée par un ami. Il s'avère que cela fut une extrêmement mauvaise idée. Et donc, on avait fait l'installation d'eau et de chauffage, on l'avait confié à une grande entreprise de Carcassonne, les établissements Garrigue, qui avait également une affaire sur Lézignan. Lézignan, oui, c'était Lézignan, et Carcassonne. Et on ne savait, ils étaient en difficulté financièrement, mais les clients ne le savaient pas. D'accord. Donc ils m'ont fait l'installation, moi c'était la plus grosse entreprise de la région, j'avais confiance, il y avait eu une étude avant, il était venu un dessinateur, bon. Mais en fait, ils ont employé tout ce qu'ils avaient en stock. Ouais. Ils n'ont rien acheté, ce qui fait qu'ils ont mélangé le fer et le cuivre dans l'installation. Ouais. Donc problème d'électrolyse, eau rouillée, canalisation percée, et puis il a fallu tout arrêter. C'était la catastrophe. Et tout refaire. Alors j'ai plaidé, j'ai fait un procès, j'ai gagné le procès, et j'avais gagné 70 millions de l'époque. Oui, de francs, ouais. L'entreprise fit les travaux à moitié et rien ne fonctionnait. Émilie décida alors de lancer une procédure judiciaire à leur encontre. Procédure qu'elle gagna. Malheureusement, son comptable, entre cette affaire et le passage à l'euro, fit à première vue une erreur qui leur sera fatale. Cette erreur fut de déclarer en francs au lieu d'euros. Mon expert comptable avait mis dans le bilan provision pour travaux. Et oui, puisqu'il fallait tout refaire. Oui. Il faut un chauffage central. Et donc cet argent est destiné à faire tout ça. Bon, on s'est passé au tribunal et ils ont déclaré profit exceptionnel. On m'a tout pris et on m'a pénalisé parce que je ne l'avais pas déclaré. J'ai eu à payer 130 millions. Bien évidemment, Émilie finit par recevoir un redressement fiscal. Redressement fiscal qu'elle accepta évidemment de payer. Elle demanda juste un délai de paiement pour pouvoir effectuer tout simplement ses échéances. En effet, entre les vignes et l'hôtel, malgré sa condition, il était impossible de payer une somme aussi extravagante que celle demandée. Je ne donnerai pas les chiffres car cela évolue constamment et je ne pense pas que le sujet soit aux chiffres. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai gagné, tout est parti, tout est parti, tout est parti. Et puis, alors, heureusement, j'étais tombée à Périac sur une femme qui était perceptrice. Ça fait drôle, on n'est pas habitué à ces noms féminins. Et qui était sévère, hein, mais droite, et compréhensive. Alors elle m'a dit, écoutez, je me rends compte dans quelle situation vous êtes, je veux bien vous donner des délais, mais à condition que vous me donniez le maximum toutes les fins de mois. Je dis d'accord. Très bien. Un conseil s'établit entre l'URSSAF, la fiscalité, l'État et le liquidateur judiciaire de l'époque qui accepta. Je suis passée, j'ai été convoquée à la trésorerie à Carcassonne. J'ai vu le trésorier payeur général, l'ancien de cette époque-là, et qui était aussi un homme très courtois, attentif, et il y avait là des représentants de la mutualité, il y avait la mutualité agricole, l'URSSAF, les impôts, je sais plus. Tout un conseil, quoi. Et le trésorier payeur général a dit, est-ce qu'elle est en règle des cotisations à mutualité? Oui, oui, c'est en règle. Est-ce qu'elle est en règle à la sécurité sociale? Elle est en règle. Bon.
Donc, vraisemblablement, les charges sociales, tout est en règle. Je vois que vous faites un effort, alors maintenez cet effort et surtout ne baissez pas les bras, parce que là, on va vous tomber dessus. Oui. Donc, maintenez cet effort et bravo pour votre courage. Oui. Tout se passe bien pendant quelques temps, la société est en redressement judiciaire depuis 2007 et les choses avancent. Malheureusement, en 2007, le liquidateur judiciaire prend sa retraite et une femme prend sa place. Cette femme, originaire de la région, aurait apparemment pris Émilie en griffe puisqu'elle décida qu'il était temps de mettre un terme aux échéances et qu'il était temps de tout prendre à Émilie. Et en plus, j'étais la châtelaine, donc je devais être de droite. Je n'ai jamais, à personne, dit quelles étaient mes opinions politiques. J'estime que quand on est commerçant, on accueille tout le monde de la même façon. Je ne parlais ni de religion, ni de politique. Oui. Et je lui ai écrit en lui disant, Monsieur le juge, je n'emploierai pas les termes que vous employez parce que je n'ai pas fait d'études de droit. Alors permettez-moi de vous expliquer avec mes mots à moi. Et il m'a répondu en me disant, j'ai apprécié l'effort que vous avez fait pour suivre cette affaire au plus près et pour me donner votre version que je comprends très bien, mais le fait est jugé, je ne peux pas y revenir. Par contre, je supprimerai des frais. Ça, je peux le faire. Mais j'étais toujours avec mes 130 millions à payer. Bon. C'est ainsi qu'à partir de ce jour-là, Émilie perdut toute sa vie. Elle avait déjà perdu son mari, mais il fallait qu'elle perde encore plus. Nous sommes donc en 2007. La liquidation judiciaire est poussée jusqu'au vif du sujet. Tout est enlevé à Émilie. Elle ne peut même pas récupérer ni les portraits de sa famille à l'intérieur du château, ni même ses médailles, ni même quelques souvenirs. J'étais cambrioleur à tout prix. Et les cadres, avec les diplômes, j'avais la petite pièce dont je vous ai parlé, les murs étaient couverts, médailles d'or, médailles d'argent, ceci, cela. Tout est parti. Hiver 2007. Émilie se retrouve seule, dans l'annexe de son château, dont les gens disent eux-mêmes qu'elle squatte. Mais elle n'a plus rien. On lui coupe l'électricité, on lui enlève sa voiture, on lui enlève ses moyens de communication. Elle est privée de tout. Cette femme a déjà alors plus de 80 ans. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Émilie vit maintenant depuis 13 ans sans électricité. Elle a 86 ans. Ce qu'il reste de son château est constamment pillé et vandalisé. Certaines personnes même de sa connaissance la volent. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo pour relater les faits, ce n'est pas uniquement pour avoir un sujet à traiter. C'est aussi parce que l'histoire de cette femme m'a profondément touché. Car, en tant que journaliste indépendant via le média YouTube, en tant qu'urbexeur et en tant qu'explorateur, il y a des choses que je ne comprends pas. Eh bien, la liquidatrice a eu des propositions à des prix intéressants, moins chers que la valeur réelle, parce que quand quelque chose est en liquidation, on ne le vend jamais à son juste prix. Mais moi, j'ai eu des propositions à un juste prix, mais elle les a refusées, elle les a rejetées. Et puis des personnes qui sont venues me trouver, je me suis dit, mais je ne suis plus le décideur, il faut la voir à elle. Mais elle les a fichues dehors. Et alors, oui. Vous pensez qu'on est sur une personne qui vous en veut personnellement? Oui. Elle est méchante, et ça on le sait. Elle est jalouse, elle est très riche, elle aime l'argent. Aujourd'hui, des gens mal intentionnés contactent même Émilie en disant qu'ils sont urbexeurs, en disant qu'ils sont explorateurs, et détruisent, pillent constamment son château. Quelque temps auparavant de notre visite, Émilie a même été agressée. Un soir, en pleine nuit, elle s'est réveillée et s'est retrouvée avec un homme en face d'elle. Quand elle lui demanda ce qu'il faisait ici, cet homme la souleva et la jeta au travers de la pièce. Émilie se cogna alors la tête et la nuque sur sa table basse et restera toute seule dans le coma pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'un voisin bien intentionné, au fait de ne plus avoir de ses nouvelles, décida d'aller voir ce qu'il se passe. Émilie n'a pas de frigo. Pour pouvoir conserver ses aliments, elle utilise des moyens rudimentaires, comme les briques posées sur le sol qui sont froides même en été, pour pouvoir conserver sa nourriture plus de 2 jours.
Avec sa maigre retraite, elle décida d'investir dans un groupe électrogène. Celui-ci lui fut volé au bout de 8 jours. Aujourd'hui, une vraie question se pose, même plusieurs. La première, c'est que fait l'État? Que fait l'État alors qu'aujourd'hui, on nous prône la liberté, l'égalité et la fraternité? Que fait l'État aujourd'hui quand des organismes, comme des chanteurs à succès, disent qu'aujourd'hui nous n'avons plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid? Que font toutes ces personnes puissantes de notre gouvernement? Que font toutes ces personnes puissantes sur notre pays? Rien. Émilie est seule. Émilie est désespérée. Émilie a des problèmes de mémoire suite à cette agression. Et à part un ou deux voisins qui font leur maximum pour l'aider, elle est seule, face à elle-même, face à son désespoir et face à ses souvenirs, que petit à petit lui sont tous enlevés. Ensuite, ma deuxième question. Vous qui me regardez, vous qui êtes passionné d'exploration, passionné d'urbex, je sais que certains d'entre vous, me regardant, vont peut-être se sentir visés, à tort ou à raison. Mais je trouve que ces méthodes sont aujourd'hui cruelles, puériles et indécentes. L'exploration a toujours été regarder, s'intéresser, rechercher. Ça n'a jamais été agresser, voler, piller, casser et détruire. Les personnes qui réagissent comme ça, les personnes qui font ça, ont totalement perdu leur humanité. Cette femme nous a accueillis avec tout son cœur, tout son amour et le peu qui lui reste. Vous rendez-vous compte que c'est quand je suis venu avec ma sœur interviewer cette vieille femme, elle nous a même proposé de rester manger, alors qu'elle a à peine de quoi manger pour elle. Je trouve cela tout simplement injuste. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir faire vos recherches, vous allez trouver certainement le lieu, et je vous le dis, je ne le cache pas, j'ai simplement décidé de ne pas le mentionner, mais peu importe que vous trouvez le lieu. Aujourd'hui, il sera temps d'agir en votre âme et conscience, si vous décidez d'explorer là-bas, et au moins peut-être passer un coup de fil à Émilie, aller boire un petit café avec elle, lui parler, essayer de l'aider. Bien évidemment, la presse a joué un petit peu, cela faisait presse à sensation, presse à scandale, et donc, pendant quelques années, beaucoup ont parlé de l'histoire d'Émilie. À tort ou à raison, cela lui a permis pendant quelques temps de bénéficier de l'électricité à nouveau, un petit peu de décence. Malheureusement, on ne sait pas si c'est la liquidatrice judiciaire ou le maire de la ville, mais un jour, une fois que l'histoire s'est tassée, quelqu'un a tout simplement décidé d'appeler la société EDF et de dire « Maintenant c'est bon, plus personne n'en parle, vous pouvez couper l'électricité ». On aurait même dit à Émilie que même la chaise sur laquelle elle est assise ou le lit dans lequel elle va dormir n'est plus à elle. Émilie vit avec des lampes solaires qu'elle laisse charger toute la journée et dont elle se sert la nuit pour se diriger. Et quand cela n'est pas assez, elle allume des bougies. Elle a 86 ans et elle est seule, avec ses 3 lampes solaires de chez Jiffy et ses petites bougies qui ne tiendront pas la nuit. Aujourd'hui, les pillages ne se contentent plus du château. Ils viennent jusque chez elle. Ainsi, une bonne partie de son appartement fut retournée et dévastée. La situation d'Émilie est bien compliquée car on lui a même saisi sa voiture. Aujourd'hui, elle ne peut même pas espérer trouver une solution pour pouvoir se déplacer. Elle doit marcher, faire du stop. J'en appelle à toutes les personnes présentes sur cette vidéo, toutes les personnes la visionnant, toutes les personnes pouvant la partager. Qu'on s'entende bien, je ne vais pas vous demander d'argent, car elle-même n'en veut pas. Ce n'est pas là le problème. Mais si la moindre personne ayant des capacités dans le juridique, étant juriste, avocat, ou faisant partie d'une association, ou connaissant tout simplement des moyens d'aider Émilie, je vous invite fortement ou à passer par nous avec l'adresse mail lapprod@gmail.com ou directement, si vous avez fait vos recherches, à contacter Émilie. Pour terminer cette vidéo, je précise quelque chose. Aujourd'hui, Émilie étant seule, elle a peur. Et elle dort donc avec un fusil chargé dans son annexe. Je déconseille toute personne mal intentionnée de se rendre sur son domaine en plein milieu de la nuit. Ce sera à vos risques et périls. Et je le rappelle, l'exploration urbaine. Ne rien toucher, ne rien casser, ne rien voler, tout laisser en l'état. Je pense vous avoir tout dit. Cette émission n'était pas faite pour avoir des rebondissements, n'était pas faite pour avoir une fin malheureusement. C'était simplement un constat. Alors, c'est une émission JTR, ça aurait pu être un coup de gueule. Mais en tout cas, cette émission a lieu et j'espère avoir très vite des nouvelles d'Émilie et j'espère qu'ensemble, Internet deviendra autre chose qu'un média de diffusion et peut-être un média permettant d'agir. Je vous le rappelle, toute génération confondue, l'important est de regarder dans la même direction. Moi, je tiens à souligner votre courage. Je trouve que vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup le sourire aussi, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup de sourire. Ça fait plaisir à voir, sachant la difficulté de tout ce qui se passe autour de vous. Et puis nous, de notre côté, on va essayer de changer un peu ces choses-là. Et je vous invite, si vous avez un mot que vous voulez dire aussi vous, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez dire au monde d'Internet, vous pouvez y aller. Ce que j'ai dit quelquefois, c'est que
J'avais eu 3 enfants, ma fille, mon fils et le château. Et que c'était le 3e qui m'avait donné le plus de satisfaction. Et puis maintenant, tout est stoppé et je voudrais le voir renaître. Donc voilà, vous avez entendu. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir par mail ou par commentaire toute information que vous voudriez. Donnez-moi l'électricité, je vous enverrai des mails. Ah ben oui, vous, pour vous, mais moi déjà je peux recueillir donc vos mails et vos commentaires pour quelques informations que vous vouliez sur cette affaire, sur le domaine et surtout sur madame qui est ici présente avec nous. Eh bien écoutez, merci de nous avoir regardés, merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, donc nous sommes là tous les lundis soirs et nous allons certainement revenir pour prendre des nouvelles de notre nouvel ami et essayer de voir un peu tout ce que l'on peut faire. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à très vite.